Bonjour à tous, l'actualité de la semaine à venir, c'est dans Demain à la Une. Et la semaine prochaine, vous entendrez beaucoup, mais alors beaucoup parler du Brexit. Dernière ligne droite de la campagne avant le référendum jeudi. Les Britanniques veulent-ils vraiment quitter l'Europe? Le meurtre de la députée Jo Cox va-t-il peser dans la balance? Par ailleurs, les sanctions européennes contre la Russie seront sans doute reconduites cette semaine, même si la solidarité européenne sur la question est de plus en plus fragile. Et l'Euro 2016 saura-t-il se débarrasser des hooligans? Quels sont les matchs à risque? Les menaces de l'UEFA suffiront-elles pour calmer les supporters? On verra ça en fin d'émission. Mais avant ça, le sujet de la semaine, qui pourrait devenir d'ailleurs l'un des sujets de l'année. L'heure du référendum est venue au Royaume-Uni. Jeudi, les Britanniques décident s'ils veulent ou non rester dans l'Union européenne. La campagne a été sans concession et elle est frappée depuis jeudi soir par la tragédie. La députée travailliste Jo Cox a été abattue alors qu'elle faisait campagne. Caroline de Camaret est avec nous pour en parler, chef du service Europe à France 24. Dominique Bayard, spécialiste économie à RFI, est également avec nous. On est obligé, Caroline, de commencer par cette question. Jo Cox, le meurtre de Jo Cox, on l'aborde, si vous le permettez, d'un point de vue purement politique pour l'instant. De quelle manière ça peut peser sur la campagne? Alors c'est vrai que c'est une députée, en plus, qui a un pédigré très intéressant, très émouvant. Elle était mère de famille, 41 ans, active en effet dans les milieux associatifs. Elle avait fait partie d'Oxfam et elle est victime donc de cet assassinat véritablement, alors que on a souligné beaucoup un climat verbal très tendu dans cette campagne référendaire, une campagne de la peur des deux côtés d'ailleurs du spectre, que ce soit pro ou anti-Brexit. Simplement, c'est vrai que ça peut peser beaucoup aujourd'hui quand on regarde quel est l'ADN de son meurtrier. En l'occurrence, on sait de ce fameux Thomas Mehr que lui-même a ou aurait, selon les témoins, crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Et donc, évidemment, ça change un peu la donne. On sait qu'il était probablement engagé pour faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est ce qu'il souhaitait profondément. Alors, c'est un événement véritablement inouï, en effet très rarissime, qu'un meurtre d'une députée en pleine campagne qui peut faire basculer une campagne. On a vu des basculements de campagne, par exemple dans le cas de José María Aznar en Espagne, qui a brutalement perdu alors qu'il était donné gagnant les élections en mentant. Là, c'est véritablement un événement émotionnel très important et c'est ce qui manquait au camp finalement pro-UE, c'est un peu plus d'émotion. Alors là, on a envie de dire vraiment, c'est à mauvais escient évidemment, mais l'émotion est là, en tout cas, du peuple britannique pour cette députée. Oui. Alors, écoutez, on voit la réaction des marchés en fin de semaine. Ils se sont repris alors qu'au début de semaine, ils étaient complètement paniqués. Toutes les bourses chutaient parce qu'elles réalisaient qu'un Brexit était possible. Et puis, avec ce meurtre, eh bien, changement total d'ambiance. Les marchés reprennent confiance. Ils imaginent que finalement, peut-être que les Britanniques, sous le coup de l'émotion, vont finalement peut-être préférer de rester dans l'Union. Je rappelle que les deux camps, rester dans l'Union européenne, sortir de l'Union européenne, pour l'instant, c'est très serré, même si plusieurs sondages consécutifs ont commencé à montrer que le camp du Brexit commence tout juste à prendre le large. Qu'est-ce que les deux camps peuvent dire dans ces derniers jours de campagne, avant jeudi, pour essayer de rallier à eux les indécis qui restent nombreux? Alors, autant estimer d'abord qu'ils ont droit de dire quelque chose. C'est bien le problème, Cyril. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a eu blocage de cette campagne sous le coup du choc de ce meurtre. Donc, quand est-ce qu'elle va vraiment reprendre? Est-ce qu'elle va vraiment reprendre? On comprend bien qu'elle va reprendre sur un autre terrain, puisque, y compris la presse la plus eurosceptique, je pense aux spectateurs, a fait un mea culpa sur le thème « Attention, il faut arrêter de susciter les peurs de perte de souveraineté, de l'autre, des immigrants, etc. » Puisque finalement, on voit que ça peut engendrer qu'un fou allié décide de prendre les armes. Et donc, voilà, il y a eu véritablement un mea culpa de la presse, donc elle va reprendre dans une autre ambiance, plus lentement, cette campagne. Or, il reste très peu de jours, vous l'avez dit, le 23 juin, c'est jeudi prochain, il faut encore faire des preuves. Quand vous disiez que les sondages étaient serrés, c'est vrai, mais en tout cas, la dynamique était très en faveur du Brexit. C'était le camp qui montait en flèche. Et pour une raison d'ailleurs assez technique importante aussi, c'est qu'il y a une période de réserve, 4 semaines avant la fin de la campagne, qui s'appelle Purda, où les fonctionnaires n'ont plus le droit de révéler de chiffres, n'ont plus le droit de donner d'interviews
très précises sur les conséquences du Brexit. Et donc, il y avait cette dynamique, en revanche, des Brexiteurs, donc des pro-sorties, sur le thème de l'immigration massive, l'immigration importante. Et cette députée était très attachée à la cause des migrants. Hein. Elle était un soutien fervent. Hein. Donc, on change d'ambiance. Je crois surtout que la question, c'est plutôt ce qu'il ne faut pas dire. Parce que ceux qui sont pro-européens ont axé leur campagne sur les dangers, sur le désastre économique qui va suivre, et ça n'a eu aucun effet sur les électeurs favorables au Brexit. Alors peut-être qu'ils devraient aujourd'hui arrêter de tenir ce discours qui est somme toute assez excessif. De l'autre côté, tout le monde y a été de son avertissement. Hein. L'OMC, le FMI, évidemment Bruxelles, l'Union européenne, différentes voix, Barack Obama, plusieurs personnalités françaises. Bien sûr. Tout le monde a essayé d'avertir les Britanniques. Attention, votre économie ira plus mal si vous sortez de l'Union européenne. Oui, alors c'est vrai qu'on parle même, il y a vraiment des chiffres d'un crash financier, on parle d'un... Voilà. Mais il faut bien distinguer les réactions à court terme. Effectivement, il y aura une grosse panique sur les marchés, c'est à redouter. Effectivement, le Royaume-Uni va peut-être y laisser quelques plumes, mais il ne faut pas exagérer non plus. Alors sur la réalité de l'impact économique, extrêmement dynamique. Alors il y a une réalité, hein, les chiffres parlent peut-être d'une perte de PIB de l'ordre de 5%, et cela pendant plusieurs années, au moins jusqu'en 2020. C'est pas négligeable. Mais après tout, est-ce là l'essentiel? Est-ce que les électeurs qui sont favorables au Brexit ne sont pas prêts à accepter les difficultés à payer le prix en se disant, nous, on veut sortir de cette Union européenne parce qu'on ne supporte plus cette immigration, c'était le thème central, et puis on veut retrouver notre souveraineté, et puis on est attaché à notre démocratie britannique. Donc si vous voulez, cette thématique de l'alerte, on va directement vers un crack, elle ne fonctionne pas. Même si les études sont très sérieuses et elles vont quasiment toutes dans le même sens. Il y a, je crois, très peu d'instituts, un seul, qui souligne au contraire que le Royaume-Uni pourra plutôt bien s'en sortir. Mais il faut relativiser l'effet sur l'économie britannique, parce que l'économie britannique, c'est une économie qui se porte très bien. Il n'y a quasiment pas de chômage, on est à 5%, plein emploi, la croissance est très forte, la City est très dynamique, mais c'est vrai que le Brexit, ça pose la question de l'avenir de la City. Ça remet en cause aussi l'industrie britannique qui commençait à renaître, à repartir. Et on a bien vu que les patrons des grandes boîtes britanniques ont pris position clairement en faveur de l'Europe parce qu'ils savent que la nouvelle donne leur est défavorable. En cas de Brexit, bien sûr. Et le dernier secteur à tirer la sonnette d'alarme, d'ailleurs, c'était le secteur de la mode, qui disait on va beaucoup souffrir si jamais on sort de l'euro, parce que tous les pays où on fait produire, souvent, les échanges se font en dollars, et donc nous, on sera... Il y a beaucoup de secteurs. Il y a tous ceux qui bénéficient des fonds structurels. On pense bien sûr à la politique agricole commune, le secteur agricole qui est très faible au Royaume-Uni déjà, c'est-à-dire 0,7% du PIB, se trouverait... privés de 4 milliards d'euros qu'ils reçoivent à travers la politique agricole commune. Il faudrait une enveloppe nationale qui se substitue. Il y a aussi évidemment d'autres secteurs, on pense au secteur culturel, avec des subsides très importants pour des coproductions, etc. Donc il faut réviser toutes ces règles et pouvoir, à l'avenir, s'il y a un Brexit, c'est surtout le saut dans l'inconnu. Ça a d'ailleurs été la campagne principale du camp de David Cameron, qui était brusquement transformé en europhile convaincu, alors qu'il a un passé fort d'eurosceptique, qui menait cette campagne avec les travaillistes, mais pas le chef de file travailliste, Jeremy Corbyn. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette campagne des travaillistes qui a été quand même faite du bout des lèvres de la part de Jeremy Corbyn, qui a refusé pour l'essentiel d'apparaître sur les plateaux télé, de faire des speeches, etc., alors que la grande majorité des travaillistes, des députés travaillistes, eux, sont europhiles. On peut en dire que c'est un eurosceptique d'origine et qui a du mal à se réformer. Et que, il va faire perdre des points à son camp, j'imagine. Qui a fait perdre des points à son camp d'ores et déjà, même si Gordon Brown est monté, et ça c'est très important dans la dernière ligne droite, il est monté au créneau, l'ancien Premier ministre travailliste, encore très populaire, puisqu'on considère que c'est lui qui a fait basculer la campagne référendaire en Écosse. Et puis, il y a bien sûr les Écossais qui sont aussi montés. Et puis alors, quand on parle de Jo Cox, revenons à cette députée, c'était une campagne locale qu'elle faisait, mais qu'elle menait tambour battant. Et beaucoup de travaillistes au local ont fait cet effort de campagne très important pour dire on va perdre surtout notre part dans le monde, en l'occurrence. Et ça, c'était
quelque chose qui portait peut-être davantage. L'une et l'autre, la même question, il commence à y avoir des préparatifs, on voit ça à Bruxelles, dans les états-majors européens. Alors il y a deux types de préparatifs, des préparatifs d'ordre politique, et puis il y a aussi des préparatifs pour parer à l'urgence. Si Brexit il y a, les banques centrales vont coordonner une action concertée pour empêcher la livre de baisser, parce que ce qu'on redoute, c'est un plongeon de la livre. En soutien à la Banque d'Angleterre. Voilà, donc on sait que la BCE a déjà annoncé qu'elle travaillerait avec la Banque d'Angleterre. Il y aurait un accord entre la Banque centrale du Japon, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre également, pour agir de concert, pour éviter le krach. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de plan B évident. C'est-à-dire qu'en vérité, les Britanniques ont pour la première fois de toute l'histoire demandé à activer cet article 50 qui permet le divorce. Ce divorce a lieu selon les traités sous 2 ans. Donc on a 2 ans pour négocier dans un premier temps les modalités de divorce, puis commence la négociation des modalités de qu'est-ce qu'on fait en matière de marché libre. Est-ce qu'on accorde un statut plus ou moins favorable à la Grande-Bretagne, celui de la Norvège, de la Suisse, un statut plus éloigné de pays tiers, etc. Et tout ça est à négocier. Tout ça, effectivement, est en train d'être discuté dans les couloirs et jamais officiellement. Bien au contraire, les Européens se gardent bien d'avoir l'air d'échafauder un plan B, puisqu'il y aura, vous l'avez dit, donc le référendum le 23, les résultats probablement le lendemain pour votre demain à la une, plutôt le vendredi matin, et puis un sommet européen la semaine suivante qui est prévu pour parler en particulier des conséquences s'il y a un Brexit et de quelle est l'attitude à adopter. Et là encore, il y a une attitude qui pourrait être très dure. La France voudrait une attitude très dure, c'est-à-dire aucun cadeau aux déserteurs. Et puis l'Allemagne, qui a des intérêts beaucoup plus puissants d'exportation vers la Grande-Bretagne, qui pourrait être tentée de dire quand même, on va pas faire la révolution. En effet, attention, on va pas heurter notre propre économie. Et ça c'est vraiment un débat qui a lieu en ce moment, mais dans les coulisses et bien sûr pas du tout sur la place publique. Caroline de Camaret, Dominique Bayard, merci beaucoup. Une courte pause maintenant. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. Les sanctions européennes contre la Russie seront-elles renouvelées? Et l'Euro 2016 qui tentera de faire oublier les scènes de violence de la semaine dernière. On en parle dans un instant.